Pour les analystes du Pentagone et du quartier général de l'OTAN, c'est un événement qu'ils appellent déjà le tournant de Bakhmout. Il y a une semaine, sur l'un des secteurs les plus sanglants du front, où le commandement russe pratique depuis des mois sa tristement célèbre tactique des vagues humaines, quelque chose s'est produit qui a complètement changé les règles du jeu. Le plan du Kremlin, visant à épuiser les forces ukrainiennes en acceptant des pertes incalculables au sein de sa propre infanterie, n'a pas seulement échoué. Il a été publiquement et technologiquement humilié. L'Occident a été témoin de la manière dont une petite équipe d'ingénieurs ukrainiens, armés de technologies de pointe et d'une pensée non conventionnelle, a transformé la tactique des assauts du hachoir à viande en un acte de suicide de masse dénué de sens. Dans les coulisses de l'Alliance, un optimisme prudent mais confiant se propage. L'Ukraine n'a pas seulement infligé une défaite à l'ennemi sur le champ de bataille, elle a démontré qu'elle possédait une réponse asymétrique capable de modifier fondamentalement la philosophie même de cette guerre. Il y a une semaine, sous l'aube grise du Donbass, un système qui n'existait jusqu'alors que dans des présentations confidentielles aux agences de défense de l'OTAN a été déployé sur l'un des flancs de la défense de Bakhmout. C'était l'aboutissement d'un projet au nom de code Sipelga-Pesa, qui signifie « fourmilière » en estonien, mené conjointement par des ingénieurs militaires ukrainiens et une équipe de spécialistes informatiques estoniens du centre de cybernétique Cybexer Technologies. L'objectif du projet était d'une clarté absolue, créer un réseau de défense robotisé capable de stopper les assauts massifs d'infanterie sans implication humaine directe sur la ligne de feu, préservant ainsi la ressource la plus précieuse, la vie des soldats ukrainiens. L'opération de déploiement a reçu le nom de code The Iron Swarm, l'essaim de fer, et sa préparation a duré près de 3 mois. Le renseignement de l'OTAN, à l'aide d'images satellites et de données d'interception radio, surveillait en permanence les tactiques des troupes russes dans ce secteur. Il a été établi que le commandement de la 58e armée interarmes russe utilisait systématiquement les unités d'assaut Storm Z, composées en grande partie d'anciens détenus, comme du matériel jetable. Ils étaient lancés sur les positions ukrainiennes, vague après vague, avec un soutien minimal, afin de révéler les positions de tir et d'épuiser les munitions des défenseurs. Une récente série d'assauts brutaux, au cours desquels les troupes russes avaient réussi à progresser légèrement au prix de centaines de vies pour chaque mètre gagné, a joué un rôle décisif dans la décision d'employer l'essaim de fer. À Kiev et à Bruxelles, le consensus était que la réponse ne devait pas être symétrique, qu'il ne fallait pas se laisser entraîner dans ce hachoir à viande. Elle devait être asymétrique et technologiquement dévastatrice. C'est pourquoi il a été décidé de déployer un système expérimental capable d'agir de manière autonome et impitoyable. Dans la nuit du 19 août, vers 2h30 du matin, sous le couvert de tirs d'artillerie de diversion sur des cibles éloignées, un groupe des forces d'opération spéciales ukrainiennes s'est avancé dans la zone grise. Ils ne portèrent pas de fusils, mais des conteneurs hermétiques. À l'intérieur se trouvaient 12 petites plateformes robotisées, nom de code T-Rex. Les conditions météorologiques, une couverture nuageuse basse et une nuit sans lune, ont rendu leur déploiement pratiquement invisible pour les drones russes. L'équipe d'ingénierie supervisant le déploiement comprenait le développeur principal du projet, Jan Kross, un prodige estonien de la robotique et de l'intelligence artificielle, et son homologue ukrainien, un major des forces armées ukrainiennes au nom de code Constructor, qui travaillait auparavant dans l'un des principaux pôles informatiques d'Ukraine. Ce sont eux qui ont dirigé la création du réseau de commandement décentralisé unique de l'ESEM. La première étape, le placement et le camouflage des plateformes, a pris moins d'1 heure. 12 T-Rex, 6 modules de mitrailleuses, Hornet, 4 systèmes de minage, Creeper, et 2 munitions rôdeuses, Fist, se sont fondus dans le paysage de cratères et de débris, à 200 mètres en avant de la ligne de tranchée principale ukrainienne. Les soldats se sont ensuite retirés dans un bunker de commandement fortifié à 500 mètres du front. C'est là, en sécurité relative, que 2 opérateurs allaient devenir le cerveau de l'essaim. L'un était un chef de section, un vétéran des batailles de Kiev et de Kharkiv, au nom de code Falcon. L'autre était un jeune soldat,
Pixel, un joueur professionnel des sports et développeur de jeux avant la guerre. Le silence de Moscou face à cette nouvelle, après que les informations sur l'échec de leur assaut ont fuité sur les chaînes Telegram pro-Kremlin, ne fait que confirmer la gravité de la situation. Dans les cercles militaires occidentaux, l'événement est déjà qualifié de « Stalingrad technologique » pour les tactiques d'infanterie russe. L'utilisation réussie d'une défense robotisée signifie l'anéantissement total du seul avantage de la Russie, sa volonté d'accepter des pertes humaines effroyables. Selon des sources au sein du SHAPE, plusieurs briefings confidentiels ont eu lieu dans les 24 heures suivant l'opération avec des représentants de la DARPA et des principaux sous-traitants de la défense. La question principale, à quelle vitesse cette technologie peut-elle être déployée à grande échelle ? Admettre qu'un système robotisé, développé par une petite équipe de passionnés, s'est avéré plus efficace que des armées entières, c'est admettre un changement de paradigme dans la guerre. Mais nier l'évidence est également impossible. Le commandement ukrainien et ses partenaires occidentaux disposent désormais de preuves irréfutables. Les enregistrements vidéo du combat provenant des caméras des drones, les données sur les pertes ennemies et, surtout, les vies sauvées de leurs propres soldats. L'Ukraine, quant à elle, ne se presse pas de dévoiler toutes ses cartes. Kyiv comprend qu'elle détient désormais un atout majeur, utile non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la guerre de l'information. La confirmation que les tactiques de vagues humaines peuvent être facilement neutralisées porte un coup dévastateur au moral des troupes russes et sape l'autorité de leur commandement. Pendant que les blogueurs militaires nationalistes tentent de construire un récit plausible en parlant d'un affrontement avec une brigade entière de mercenaires de l'OTAN, un chœur d'admiration s'élève au sein de la communauté des experts occidentaux. Des analystes indépendants de l'Institute for the Study of War, ISW, et du Royal United Services Institute, RUSI, parlent d'un triomphe de la philosophie de défense occidentale qui place la vie du soldat au premier plan. La version officielle russe, qui a fuité par des canaux semi-officiels, semble absurde. Dans des rapports classifiés, le ministère de la Défense russe aurait affirmé que leurs groupes d'assaut sont tombés dans un piège de mines à plusieurs niveaux préparés à l'avance et ont été pris en embuscade sur les flancs par des forces ennemies supérieures. Mais les débris des plateformes robotisées marquées T-Rex, retrouvées plus tard sur le champ de bataille, et les blessures caractéristiques sur les soldats russes causées par des tirs croisés provenant de plateformes basses démentent instantanément cette version. La réponse de Kyiv a été ferme. Le ministre de la Défense ukrainien a déclaré clairement « Nous ne jouerons plus selon les règles barbares du Kremlin. À chaque tentative de nous submerger avec des corps, nous répondrons par la technologie. La vie de chaque guerrier ukrainien est inestimable, et nous utiliserons les développements mondiaux les plus avancés pour la protéger. L'ère où l'on pouvait gagner une guerre simplement en ayant plus d'hommes est révolue à jamais. » Ces mots ont été accueillis par une ovation debout dans les capitales occidentales. De nombreux experts estiment qu'avec l'arrivée de telles technologies, l'armée ukrainienne passe à une nouvelle stratégie défensive, plus efficace. L'Ukraine agit désormais de manière proactive, éliminant les effectifs ennemis avant même qu'ils ne puissent infliger de sérieux dégâts. Le Kremlin, en réponse, a tenté d'utiliser les canaux diplomatiques, accusant l'Ukraine et l'OTAN d'utiliser des systèmes robotisés de mise à mort inhumains, agissant sans contrôle humain. Mais à Bruxelles, on a répondu avec ironie, soulignant que l'essaim de fer est contrôlé par des opérateurs humains, contrairement aux vagues humaines russes qui utilisent les humains comme des robots sans âme. L'OTAN a réagi par une série de réunions à huis clos. Le succès de l'essaim de fer a été un signal puissant pour toute l'Alliance. L'Ukraine a prouvé en pratique que des systèmes petits, relativement peu coûteux et intelligents, peuvent complètement neutraliser la supériorité numérique d'un ennemi. L'opération Iron Swarm n'était pas seulement un succès isolé. Elle faisait partie d'une nouvelle stratégie développée par le commandement ukrainien avec le soutien de l'Occident. L'accent n'est plus mis sur la tenue à tout prix, mais sur la défense intelligente, l'attrition et l'annihilation technologique de l'ennemi. Ce n'est pas seulement une démonstration de force, mais un signal que l'ancien modèle de conflit, basé sur des batailles statiques et le broyage des effectifs, appartient au passé.
L'Occident doit maintenant en prendre conscience. L'Ukraine ne joue plus selon les règles imposées par la Russie, et chacune de ses actions aura des conséquences qui ne peuvent être ignorées. Les premières heures qui ont suivi le déploiement du système Iron Swarm dans le bunker de commandement près de Bakhmout ont été remplies d'une attente tendue, presque électrique. Pour les opérateurs ukrainiens et leurs mentors estoniens, c'était le moment de vérité. Les essais réussis sur un polygone d'entraînement étaient une chose. Un combat réel contre un ennemi désespéré et nombreux en était une autre. La nouvelle que le réseau robotisé était prêt au combat est rapidement parvenue au centre d'analyse de Ramstein et de Washington. L'opération était suivie en temps réel, non seulement par les généraux ukrainiens, mais aussi par des dizaines de spécialistes de l'OTAN. L'enjeu n'était pas seulement le sort d'un petit secteur du front, mais la réputation de tout le concept occidental de guerre technologique. Ce qui s'est passé ensuite est déjà étudié en détail dans les académies militaires de West Point à Sandhurst. La toute première tentative d'assaut russe, en se heurtant à l'SM de fer, s'est transformée en une catastrophe pour les assaillants, démontrant de manière éclatante le gouffre entre la pensée militaire du XXIe siècle et les tactiques archaïques de l'école soviétique. Moscou, ayant envoyé ses soldats à l'abattoir, a reçu une réponse numérique impitoyable et froide. Vers 4h30 du matin, comme l'avait prédit le renseignement, l'attaque a commencé. Sur les moniteurs des opérateurs, connectés aux caméras thermiques des T-Rex, la terre grise et criblée de cratères a pris vie. Des dizaines de silhouettes blanchâtres ont commencé à émerger des plis du terrain. C'était la première vague de Storm Z se déplaçant selon leur schéma habituel, sans équipement lourd, en formation lâche, visant à exposer et à supprimer les positions de tir. Ils couraient vers les tranchées ukrainiennes, s'attendant à entendre le feu de réponse des fusils et des mitrailleuses. Mais les tranchées étaient silencieuses. Ce silence était le premier élément de pression psychologique. Les assaillants étaient clairement nerveux. Leur progression ralentissait. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas accueillis par le feu. C'était une violation du rituel familier de la mort auquel ils s'étaient habitués. « Laissons-les approcher à 300 mètres », a déclaré la voix calme du commandant opérateur Falcon dans le bunker. Lorsque les groupes de tête des troupes d'assaut russes ont franchi cette ligne invisible, l'enfer s'est déchaîné. Mais ce n'était pas le rugissement familier de la bataille. C'était une danse des frelons, calculée, froide et impitoyable, comme l'a décrit plus tard un analyste. L'opérateur Pixel, l'ancien joueur des sports, s'est mis au travail le premier. Ces 6 modules de mitrailleuses, Hornet, positionnés en damier, ont ouvert un feu croisé. Cela ne ressemblait en rien à la pulvérisation chaotique de l'infanterie. L'intelligence artificielle intégrée au système mettait en évidence les cibles, calculait la balistique et corrigeait le tir en temps réel. Les balles volaient de multiples directions, créant une toile mortelle de laquelle il n'y avait aucune issue. Les assaillants tombaient sans même comprendre d'où venait le feu. Leurs tirs de riposte étaient dirigés vers les positions ukrainiennes vides, tandis que la mort leur venait du sol, de petites plateformes robotisées presque invisibles. L'effet a été stupéfiant. La première vague a été presque entièrement anéantie en quelques minutes. Les quelques survivants ont rampé en arrière dans la panique, emportant avec eux la terreur d'un ennemi invisible et omniscient. Le commandement russe, apparemment abasourdi par ce qui se passait, a commis sa deuxième erreur. Concluant que la première vague avait supprimé les principales positions de tir, ils ont jeté leurs réserves dans la bataille, cette fois en les renforçant avec un véhicule blindé de transport de troupes, BTR 82A. Selon leur logique, le véhicule blindé devait nettoyer les défenseurs restants. C'est exactement ce qu'attendait Falcon. « J'active le Fist », a-t-il commandé. 2 munitions rôdeuses Fist, qui se cachaient dans des cratères profonds, se sont élancées pour intercepter le véhicule blindé. L'opération a été menée avec une précision chirurgicale digne d'un manuel de tactique. Première frappe, aveuglement. Le premier Fist, contrôlé par Falcon, a frappé non pas le blindage, mais les épiscopes et les instruments optiques du BTR. Le véhicule a été instantanément aveuglé, sa tourelle tournant de manière erratique, tirant dans le vide. Deuxième frappe, décapitation. Le second drone, approchant par le flanc,
a frappé précisément le compartiment moteur. Une épaisse fumée s'est échappée de l'arrière du BTR qui s'est immobilisé, devenant une boîte de ferraille impuissante. La déroute était complète. La tentative de percer avait échoué et les pertes des assaillants étaient catastrophiques. Selon les renseignements occidentaux, en 20 minutes de combat, la partie russe a perdu jusqu'à une compagnie d'infanterie et une unité de blindés. Les pertes du côté ukrainien, 0. 0 tués, 0 blessés. Réalisant qu'ils étaient confrontés non pas à une défense conventionnelle, mais à quelque chose de fondamentalement différent, le commandement russe a eu recours à son dernier argument, un barrage d'artillerie massif. Des centaines d'obus de mortier et d'artillerie se sont abattus sur la zone grise où, comme ils l'ont finalement compris, se trouvait la source de leurs problèmes. Sur les moniteurs du bunker ukrainien, le sol s'est mis à trembler. C'était un moment critique. Le réseau décentralisé de l'ESM pourrait-il résister à un impact d'artillerie direct? Perte de connexion avec Hornet 4, coup au but, a rapporté Pixel. Creeper 2 a subi des dommages au train de roulement, mais les systèmes sont actifs, a répondu Falcon. Mais c'est là que l'avantage clé du système, conçu par les ingénieurs estoniens, est apparu. L'ESAM de fer n'était pas un organisme unique. C'était un réseau maillé décentralisé. La perte d'un ou même de plusieurs nœuds n'entraînait pas la défaillance de l'ensemble du système. Les drones restants ont instantanément redistribué les canaux de communication et les tâches de combat entre eux, continuant à fonctionner comme une seule unité cohérente. De plus, pendant que l'artillerie russe labourait le champ vide, les opérateurs ukrainiens ont profité de cette pause. Adaptation instantanée. Falcon, remarquant une tentative d'un groupe russe de les déborder, a commandé un poseur de mines, Creeper, survivant. Il a déployé à distance un petit champ de mines, contrecarrant la manœuvre de flanc. Sauver des vies, plus important encore, tout le personnel du peloton ukrainien se trouvait dans un bunker profond et fortifié, observant calmement comment l'artillerie ennemie gaspillait de précieux obus à détruire un espace vide et des plateformes robotiques peu coûteuses. Lorsque le barrage d'artillerie a cessé, la partie russe a fait une dernière tentative d'attaque désespérée. Mais ils ont été accueillis par les SEM survivants et toujours aussi impitoyables. Après avoir subi de nouvelles pertes, les restes des groupes d'assaut se sont finalement retirés. Les rapports d'analyse occidentaux, préparés à chaud, ont souligné plusieurs conclusions clés de cette bataille. L'échec des tactiques de vagues humaines. L'essaim de fer a prouvé que contre une défense robotisée, de telles tactiques sont inefficaces et ne mènent qu'à des pertes colossales et unilatérales. La valeur de la vie d'un soldat, le concept occidental qui donne la priorité à la préservation du personnel, a été totalement validé. L'Ukraine a remporté la bataille sans sacrifier un seul de ses guerriers. Résilience des systèmes décentralisés. L'architecture décentralisée de l'ESM a montré une capacité de survie phénoménale dans des conditions de feu et de guerre électronique intenses. Impact psychologique. La rencontre avec un ennemi sans âme, invisible et très efficace, porte un coup dévastateur au moral de l'ennemi, provoquant la peur et l'incertitude. La nouvelle de l'échec de l'assaut russe et des pertes nulles du côté ukrainien a suscité une vague d'enthousiasme parmi les pays alliés. Ce n'était pas seulement un succès tactique local. C'était une démonstration éclatante de la manière dont la technologie, l'intelligence et la bonne philosophie de la guerre pouvaient vaincre une force brute et archaïque. La bataille de Bakhmout n'était pas terminée, mais après cette nuit, une chose était claire. Les règles de cette bataille avaient changé pour toujours. Et ces nouvelles règles ont été écrites par l'ESM de fer. Le succès de l'opération Iron Swarm n'est pas passé inaperçu. Cependant, dans les centres d'analyse de l'OTAN et au sein de l'état-major de planification des opérations, il était bien compris que l'euphorie de la première victoire était dangereuse. La machine de guerre russe, malgré sa lourdeur et son archaïsme, est capable d'apprendre, surtout lorsqu'il s'agit de survie. La réponse à cette nouvelle menace était prévisible. Au lieu d'assaut à la hache, insensé, Moscou a déployé ses rares mais néanmoins existants atouts technologiques, les systèmes de guerre électronique, GE, et des paires de snipers d'élite.
Une nouvelle phase de l'affrontement près de Bakhmout a commencé. Ce n'était plus seulement une bataille de robots contre l'infanterie. C'était un duel d'intelligence. Un duel entre l'école russe de la suppression, basée sur la force brute, et la philosophie occidentale de l'adaptation, de la flexibilité et de l'innovation. Ce qui s'est passé ensuite a été une démonstration encore plus éclatante de la supériorité de l'approche occidentale, prouvant que la véritable puissance dans la guerre moderne n'est pas la puissance d'un émetteur de brouillage, mais la vitesse et la qualité de la prise de décision. Un jour après l'assaut manqué, le commandement russe a changé de tactique. Les drones de reconnaissance de l'OTAN ont détecté le déploiement de systèmes de GE mobiles, le Krasukha et le JITEL, près de la ligne de front. Leur mission était de créer un puissant bouclier électronique pour brouiller les canaux de contrôle des T-Rex ukrainiens, transformant l'SM de fer en un tas de ferraille inutile. Simultanément, les meilleures unités de snipers, armées de fusils de gros calibre et des dernières lunettes thermiques russes, ont été déplacées vers la ligne de front. Leur mission était de chasser les plateformes robotiques. Pour l'équipe de l'SM de fer, le moment de vérité était arrivé. Leur système, conçu principalement pour combattre l'infanterie, pourrait-il résister à une frappe technologique ciblée ? C'est là que la différence fondamentale de l'approche occidentale de la technologie est apparue. Le système Sipel-Gapesa n'était pas statique. Il a été conçu comme une architecture ouverte et apprenante. Pendant que les généraux russes déplacèrent leur complexe de GE sur la carte, l'ingénieur estonien Jan Kross et l'opérateur ukrainien Pixel travaillaient déjà sur un correctif logiciel. Dans le bunker de commandement, qui ressemblait désormais plus à une start-up de la Silicon Valley qu'à un quartier général militaire, une séance de brainstorming a commencé. Le problème de la GE, Jan Kross a immédiatement activé le protocole réseau sautant. Le logiciel de l'SM a commencé à changer les fréquences de contrôle chaque seconde selon un schéma pseudo-aléatoire sur un spectre très large. Il était impossible de brouiller complètement un tel bruit numérique. Les systèmes de GE russes ne pouvaient que créer des interférences, un brouillard qui augmentait la latence de réponse du système, mais ne coupait pas la connexion. Le problème des snipers, la solution à ce problème, fut un exemple d'improvisation tactique brillante. Sur la suggestion de Falcon, des soldats ukrainiens ont fait une sortie de nuit et ont dispersé des dizaines de chauffe-mains chimiques bon marché dans la zone grise. Sur les lunettes thermiques russes, ces chauffe-mains ont créé une multitude de cibles fantômes imitant la signature thermique des drones. Les snipers russes ont été contraints de perdre un temps et des munitions précieux à tirer sur de fausses cibles. Mais la réponse principale fut un changement complet de la tactique d'utilisation de l'SM lui-même. Le système est passé d'un mode de défense statique à un mode de chasse actif et manœuvrable. Falcon et Pixel se sont partagés les rôles. Pixel contrôlait le groupe principal de 8 drones défensifs, chargés de contenir l'infanterie. Falcon, quant à lui, a pris le commandement d'une équipe de frappe distincte de 3 unités, dont la mission était d'identifier et de détruire les cibles les plus prioritaires. La deuxième attaque russe a commencé de manière complètement différente. Des groupes prudents et bien préparés avançaient sous le couvert du feu des snipers, tandis qu'une épaisse couverture d'interférences radio flottait dans les airs. Les opérateurs du bunker ukrainien l'ont immédiatement senti, l'image des caméras des drones est devenue moins claire. La réponse aux commandes du joystick était retardée. Mais cette fois, la partie ukrainienne était prête. Pixel, anticipant le retard, a commencé à travailler de manière préventive, créant un barrage de tirs de suppression dense et forçant l'infanterie russe à se mettre à couvert. Pendant ce temps, Falcon a commencé son jeu. Ces 3 drones, silencieux jusqu'à présent, ont commencé à balayer le champ de bataille à la recherche de menaces clés. Il a rapidement localisé une position de sniper. Au lieu de l'attaquer de front, il a envoyé une munition rôdeuse, Fist, en un large arc, contournant l'équipe de snipers. Ils étaient si absorbés par la chasse aux drones de Pixel qu'ils n'ont pas vu la mort s'approcher de leur flanc. La frappe a été précise et impitoyable. Le feu des snipers ennemis dans ce secteur a cessé. Cependant, la cible principale,
Le complexe de GE russe se trouvait loin à l'arrière, hors de portée de la munition rôdeuse. Et c'est là que Falcon a fait ce que les analystes occidentaux qualifieront plus tard d'acte de génie tactique. Remarquant que le signal vers sa munition rôdeuse à longue portée s'affaiblissait de manière critique à cause du brouillage, il a eu recours à une solution non conventionnelle. Il a ordonné à l'un des drones mitrailleurs de Pixel, qui se trouvait plus près de la ligne de front, de tirer des balles traçantes non pas sur l'ennemi, mais haut dans le ciel, en direction de la munition rôdeuse en vol. Pendant quelques secondes, la traînée ionisée des traceurs dans l'air a agi comme un relais improvisé, réfléchissant et amplifiant le signal de contrôle faiblissant. C'était suffisant. Falcon a repris le contrôle de la munition rôdeuse et l'a guidée jusqu'à sa cible, un véhicule blindé, Tigre, équipé d'antennes de GE. L'explosion a détruit le complexe, et au même instant, toutes les interférences dans l'air ont disparu. Pour les forces russes, ce fut un choc. Elles étaient convaincues de leur supériorité technologique dans ce domaine spécifique, mais elles ont été déjouées. Elles ont été vaincues non pas par la puissance, mais par l'intelligence. Les informations sur cette bataille ont été immédiatement classées secrètes, mais les conclusions tirées à l'état-major de l'OTAN étaient sans équivoque. Supériorité des tactiques adaptatives. Le modèle occidental, basé sur la flexibilité, la prise de décision décentralisée et l'adaptation rapide, a prouvé sa supériorité totale sur le système russe rigide, hiérarchique et maladroit. Le facteur humain comme élément clé, la technologie seule ne gagne pas les guerres. La victoire vient de la synergie entre l'homme et la machine. La créativité, l'intelligence et l'ingéniosité des opérateurs ukrainiens ont été le facteur décisif. Vulnérabilité des solutions de force brute. Le pari de la Russie sur des systèmes de GE puissants mais stupides et sur la terreur des snipers a échoué face à des tactiques intelligentes et asymétriques. La deuxième victoire de l'SM de fer a été encore plus significative que la première. Elle a montré que l'Ukraine et ses partenaires occidentaux étaient capables non seulement de repousser les attaques, mais aussi de gagner dans un duel technologique complexe. C'était un signal clair pour le Kremlin. Pour chacun de vos mouvements de force brute, nous aurons une réponse intelligente et inattendue. La guerre intellectuelle près de Bakhmout battait son plein, et l'Occident gagnait avec confiance, round après round. La défaite dans le duel technologique fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour le commandement russe. Humiliés à 2 reprises sur un champ de bataille où ils avaient l'habitude de dominer par la masse et la force brute, ils ont joué leur va-tout. Les analystes de l'OTAN, surveillant la situation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont détecté des préparatifs alarmants. Le Kremlin a décidé de recourir à son dernier et plus terrible argument non nucléaire, le système de lance-flammes lourd TOS-1A Solntsepiok. C'était un acte de désespoir. Incapables de vaincre l'essaim de fer tactiquement ou technologiquement, les généraux russes ont décidé de simplement raser tout le carré, d'effacer de la surface de la Terre à la fois les plateformes robotiques et leurs opérateurs. Cette décision s'est avérée être une erreur fatale pour Moscou. Elle n'a pas seulement démontré au monde entier la nature barbare de leur méthode de guerre, mais elle a également conduit à une déroute finale et écrasante qui est devenue le symbole de la victoire définitive de l'intelligence sur la force brute. L'opération Iron Swarm s'est terminée non pas par une simple victoire tactique, mais par un triomphe qui a fait taire même les plus ardents sceptiques en Occident, et a changé à jamais le paysage de la guerre moderne. Le déploiement du Solntsepiok a été pris avec le plus grand sérieux dans le bunker de commandement ukrainien. Une salve thermobarique de ce système ne laisse aucune chance de survie dans la zone d'impact. Le commandant Falcon et son équipe se sont retrouvés face à un choix, se replier, sauvant des vies, mais cédant le champ de bataille, ou accepter un combat qui semblait suicidaire. La décision prise à ce moment-là est devenue la quintessence de la résistance ukrainienne et de la philosophie militaire occidentale. Ils ne se sont pas repliés. Ils ont développé et mis en œuvre un plan audacieux que les historiens militaires du futur appelleront
le Gambit de Bakhmout. Le plan était simple dans son génie et risqué jusqu'à la folie. L'APA, l'opérateur Pixel, a reçu l'ordre de simuler une contre-attaque à grande échelle. Ses 6 T-Rex se sont élancés vers les positions russes, déversant un feu nourri. L'objectif était de créer chez l'ennemi l'illusion que les Ukrainiens, enhardis par le succès, lançaient une percée et de forcer le Solntsepiok à se mettre en position de tir le plus rapidement possible. Le chasseur, pendant que toute l'attention de l'ennemi était concentrée sur cette attaque, les ingénieurs dirigés par Jan Cross ont modifié en urgence l'une des munitions rôdeuses, Fist, restantes. Ils en ont retiré tout le blindage superflu, le remplaçant par des batteries supplémentaires. Ils ont créé un drone intercepteur léger, ultra rapide et à portée étendue, baptisé le Swift. Le sacrifice, le commandant Falcon a endossé le rôle le plus dangereux. Contrôlant les 2 derniers drones, il a commencé à manœuvrer de manière ostentatoire sur le flanc, attirant le feu et l'attention, offrant au Swift de précieuses secondes pour son vol. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait à une scène d'un blockbuster hollywoodien, mais c'était la dure réalité. Le commandement russe est tombé dans le piège. Voyant la contre-attaque, ils ont avancé le Solntsepiok en position de tir. Au même moment, le Swift était lancé. Les Russes, réalisant la supercherie au dernier moment, ont déchaîné toute leur puissance de feu sur les 2 drones de Falcon, qui servaient de couverture. Sur les écrans du bunker, on pouvait voir ces machines voler en éclats sous une grêle de feu. Il les a sacrifiés, mais il a gagné l'essentiel, du temps. Au moment décisif, alors que la rampe de lancement du Solntsepiok s'élevait déjà pour la salve, le Swift a atteint sa cible. L'image de sa caméra a montré l'énorme machine, puis l'écran s'est éteint. Un instant plus tard, une gigantesque boule de feu s'est élevée à l'horizon. La détonation des munitions thermobariques a détruit non seulement le Solntsepiok lui-même, mais tout ce qui se trouvait dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, y compris son équipage d'élite et sa protection. L'effet fut comme un coup de tonnerre. Les troupes russes dans ce secteur, privées de leur principale arme miracle et ayant perdu le commandement, ont entamé une retraite désordonnée. Le front qu'ils tentaient de percer depuis des mois s'est effondré en quelques heures. Conclusion. Globale et conséquence du triomphe de l'essaim de fer. La nouvelle de la déroute près de Bakhmout et de l'opération spéciale unique pour détruire le Solntsepiok a eu l'effet d'une bombe dans les capitales mondiales. Les conséquences de cet événement ont largement dépassé le cadre d'un simple épisode tactique. La mort des tactiques de vagues humaines. L'Ukraine et ses partenaires occidentaux ont clairement démontré qu'ils disposaient d'un antidote efficace contre le seul atout de la Russie, sa volonté de sacrifier des milliers de ses soldats. Cela a complètement dévalué le modèle de mobilisation russe. Démonstration de la supériorité technologique. L'Occident a montré que sa force ne réside pas dans le nombre de chars ou d'obus, mais dans la qualité des idées, la vitesse de l'innovation et la supériorité des logiciels. L'essaim de fer est un triomphe du code, de l'intelligence artificielle et des technologies réseau-centriques. Une nouvelle philosophie de la guerre. Au centre de la doctrine militaire occidentale se trouve l'être humain, sa vie et son intelligence. Toute la puissance de la technologie est dirigée vers la sauvegarde des soldats. La Russie, en revanche, a démontré que pour elle, l'homme n'est qu'un consommable. L'essaim de fer est devenu un reproche vivant à cette philosophie barbare. Un coup politique et moral pour le Kremlin. L'échec près de Bakhmout a provoqué une vague d'accusations mutuelles au sein du commandement militaire russe et a sapé la foi en l'invincibilité des armes russes. Pour le monde entier, ce fut un signal qu'un régime bloqué dans les tactiques du siècle dernier est condamné à la défaite face à l'avenir. Après l'opération Iron Swarm, la rhétorique des dirigeants occidentaux est devenue nettement plus ferme et plus confiante. De nouveaux programmes d'aide à l'Ukraine ont été annoncés, avec un accent particulier sur l'armement de haute technologie, les systèmes sans pilote et l'intelligence artificielle. Le succès des guerriers ukrainiens et des ingénieurs occidentaux a inspiré les entreprises de défense du monde entier à accélérer leur développement dans le domaine des systèmes robotisés. La bataille de Bakhmout est entrée dans l'histoire non pas comme un autre carnage sanglant,
mais comme un tournant où l'avenir a infligé une défaite écrasante au passé. Le nom de cette victoire est l'essaim de fer. C'est le symbole de la manière dont le courage, l'intelligence et les technologies du monde libre peuvent arrêter et vaincre une tyrannie qui ne compte que sur la brutalité et l'indifférence à la vie humaine. Les conséquences de la déroute des forces russes près de Bakhmout et du succès phénoménal de l'opération Iron Swarm continuent de se propager à travers le monde, provoquant un effet domino dans les états-majors, les entreprises de défense et les communautés du renseignement. La victoire a été si convaincante qu'elle n'a pas seulement changé la situation sur un secteur du front. Elle est devenue le catalyseur qui a officiellement lancé une nouvelle course aux armements silencieuses, la course à l'intelligence artificielle et à la guerre robotisée. Pendant que Moscou tente de se remettre du choc et de trouver une réponse à une menace qu'elle ne peut ni comprendre ni copier, l'Occident, au contraire, passe à une offensive technologique à grande échelle. Les événements des dernières semaines ont montré que l'essaim de fer n'était pas simplement une expérience réussie. Il est devenu le Spoutnik 1 de l'Alliance de défense occidentale, un signal à la fois alarmant et inspirant qui a forcé une réévaluation complète des approches de l'avenir de la guerre. Le Kremlin, en misant sur l'acier et la chair, s'est retrouvé dans une impasse stratégique, tandis que l'Ukraine et ses alliés posent déjà les fondations de l'armée de la prochaine génération. L'effondrement psychologique sur le front. Le premier résultat, le plus immédiat, fut la propagation d'une nouvelle forme de peur des tranchées parmi les troupes russes sur la ligne de front. Selon des interceptions radio analysées par le GCHQ britannique, les soldats russes craignent désormais moins les soldats ukrainiens que le silence et le champ vide. L'essaim de fer est devenu un fantôme, une légende que l'on se raconte à voix basse dans les bunkers. Tout objet non identifié, tout débris métallique est maintenant perçu comme un drone tueur camouflé. Des rapports du contre-espionnage militaire russe, tombés entre les mains des services secrets occidentaux, font état d'une forte augmentation des cas de stress de combat et de refus non motivé d'exécuter un ordre sur le secteur de Bakhmout. Les soldats ont peur de partir à l'assaut, sachant qu'ils seront accueillis non pas par un être humain avec qui ils peuvent échanger des tirs, mais par un mécanisme sans âme et de haute précision. L'effet psychologique de la confrontation avec une technologie qu'ils ne peuvent pas vaincre s'est avéré non moins dévastateur que les pertes physiques. L'initiative Prométhée, la réponse de l'OTAN. En réponse au succès retentissant de l'essaim, un nouveau programme a été ratifié lors de la dernière réunion à huis clos des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles. L'initiative Prométhée, The Prometheus Initiative. Il s'agit d'un projet de plusieurs milliards de dollars visant à accélérer le développement et la mise en œuvre de systèmes autonomes et robotisés au sein des forces armées ukrainiennes et des armées de l'Alliance. Mise à l'échelle de la production, des entreprises de défense de premier plan, telles que Rheinmetall, Allemagne, et BAE Systems, Royaume-Uni, avec la participation de géants technologiques américains, ont reçu des contrats pour la production en série de plateformes T-Rex 2.0 améliorées. Les nouveaux modèles seront dotés d'une meilleure protection blindée, de systèmes de GE plus puissants et d'une IA avancée. Création de centres de formation. 2 centres de formation pour les opérateurs de systèmes robotisés sont en cours de déploiement en Pologne et en Allemagne. Le commandant ukrainien Falcon, dont l'expérience de combat unique est reconnue comme inestimable, a été invité à diriger le programme de formation. Il formera non seulement des soldats ukrainiens, mais aussi des soldats de l'OTAN aux nouvelles tactiques de la guerre de l'essaim. Intégration des technologies, Pixel et Jan Cross, devenus des célébrités dans des cercles restreints, dirigent désormais un laboratoire de R&D conjoint ukraino-estonien. Leur mission est d'intégrer l'essaim de fer à d'autres systèmes occidentaux, données satellites, drones de frappe et artillerie de haute précision. L'objectif est de créer un système de systèmes unifié et auto-apprenant, un véritable Internet du champ de bataille. Internet of Battlefield Things. Le désespoir du Kremlin. La tactique de la terre brûlée 2.0. Incapable de rivaliser sur le plan technologique,
Moscou a eu recours à la seule réponse qui lui restait, la tactique de la destruction totale. Les généraux russes, selon des rapports interceptés, ont élaboré une nouvelle directive que l'Occident a déjà baptisée « Terre brûlée 2.0 ». Son essence est simple. Si la présence de systèmes robotisés est suspectée sur un secteur du front, l'artillerie et l'aviation russe doivent méthodiquement, carré par carré, transformer tout le territoire en un paysage lunaire sans vie. Ils n'essaient plus de combattre les drones, ils essaient de détruire leur habitat même. Cette tactique barbare, coûteuse et extrêmement inefficace est, en substance, un aveu de leur propre impuissance. Le Kremlin admet publiquement qu'il ne peut rien proposer d'autre que la destruction totale en réponse à un défi technologique. Parallèlement, le renseignement russe a lancé une chasse désespérée aux technologies de l'ESM de fer, essayant par le biais d'agents mandataires et de cyberattaques d'accéder aux plans ou au code logiciel. Cependant, selon la CIA, toutes ces tentatives ont échoué grâce au système de cybersécurité à plusieurs niveaux initialement mis en place par les spécialistes estoniens. Une nouvelle réalité stratégique. Le triomphe de l'ESM de fer a définitivement consacré un changement de paradigme militaire mondial. Il est devenu évident que l'avenir des guerres sera déterminé non pas par le nombre de divisions, mais par la qualité des algorithmes. Déshumanisation du champ de bataille, au sens positif. Le modèle occidental a montré comment retirer les soldats de la ligne de feu la plus dangereuse, en les remplaçant par des machines. Cela ne sauve pas seulement des vies, mais confère également un énorme avantage moral. Efficacité, économique. Le coût total du projet Iron Swarm s'est avéré incomparablement inférieur au coût des pertes subies par l'armée russe en une seule semaine d'assaut. La technologie s'est révélée non seulement plus efficace, mais aussi moins chère que la tactique de la chair à canon. L'impasse stratégique de la Russie, le Kremlin s'est retrouvé face à un choix sans issue. Continuer les vagues humaines signifie subir des pertes effroyables garanties face aux systèmes robotisés. Appliquer la tactique de la terre brûlée signifie dépenser des ressources colossales pour détruire des champs vides et consolider définitivement son image de régime barbare. Ainsi, l'opération Iron Swarm n'a pas été simplement une opération défensive réussie. C'est devenu un échec et mat stratégique infligé au Kremlin sur l'échiquier mondial. Elle a mis à nu le retard technologique, la rigidité tactique et la faillite morale de la machine de guerre russe. Pendant que la Russie continue de s'accrocher au passé, l'Ukraine et ses alliés construisent avec assurance l'avenir. Et dans cet avenir, la victoire appartiendra à ceux qui valorisent l'intelligence plus que la force brute, et la vie de leurs soldats plus que les ambitions impériales. L'histoire de l'opération Iron Swarm n'est donc pas seulement le récit d'une bataille réussie, c'est le symbole puissant d'un changement tectonique qui se produit sous nos yeux. C'est l'histoire de la manière dont le courage et l'intelligence d'un peuple libre, multipliés par la puissance technologique du monde occidental, peuvent arrêter et faire reculer la force aveugle et archaïque de la tyrannie. La victoire de Bakhmout, remportée sans une seule perte, a été une douche froide pour le Kremlin et un exemple inspirant pour l'ensemble du monde libre. Elle a prouvé que l'avenir de la guerre appartient aux systèmes intelligents qui sauvent la vie des soldats et non aux assauts du hachoir à viande, qui sont la carte de visite des régimes qui ne valorisent rien ni personne. Désormais, l'Occident et l'Ukraine ne se contentent pas de répondre aux coups. Ils dictent leurs propres règles, forçant l'adversaire à subir des pertes colossales et à admettre sa faillite technologique et morale. L'époque où l'on pouvait gagner une guerre simplement en ayant plus de soldats est révolue à jamais. L'ère de l'ESM de fer a commencé. Si vous avez écouté jusqu'au bout, et si, comme nous, le sort de cette lutte pour la liberté et la technologie vous importe, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est notre première vidéo, et votre soutien est incroyablement important pour nous. C'est lui qui nous permettra de continuer à créer des analyses de qualité et à vous informer sur les événements clés qui façonnent notre avenir. Mettez un j'aime sur cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre
et écrivez votre opinion dans les commentaires. Selon vous, quelles autres technologies pourraient changer radicalement le cours de ce conflit? Vos retours nous aideront à comprendre ce qui vous intéresse le plus. Nous préparons déjà de nouveaux contenus sur l'échec du programme d'armes hypersoniques russe et les derniers succès du cyber-renseignement ukrainien. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour nos prochains reportages.